Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très bien. Aujourd'hui on va parler de la saison 3 de Wakfu, une sorte de review. Ryusaka, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah je m'invite dans ta vidéo. Salut Aerosef. Je donne... C'est moi qui ai compris. Je vais de plus en plus vite comme Hugo, tu vois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Aerosef et aujourd'hui on va parler de la saison 3 de Wakfu en compagnie de l'illustre Ryusaka. Je te laisse te présenter, allez tu as 10 secondes pour te présenter, top chrono. YouTuber, streamer, un peu de gaming, de tout. Spécialiste de Détective Conan, spécialiste de One Piece et également spécialiste de Wakfu. Tout à fait, je ne savais pas mais merci pour ça. Alors on va parler des 5 premiers épisodes de la saison 3 de Wakfu. Est-ce que tu as eu l'occasion de les voir? Oui. Parce que sinon tu serais pas là. Et du coup, dis-moi un petit peu ce que t'en as pensé, un avis global. On va pas rentrer dans les détails maintenant, de toute façon la vidéo, on va se faire plaisir. Ouais, j'avoue. Alors, pour mon avis global sur la saison 3 de... Non, pour mon avis global sur la saison 3 de Wakfu, bah écoute, j'attendais énormément la suite. Donc il y avait énormément de possibilités de me décevoir parce que j'en attendais énormément en fait de cette saison 3. Et malgré mon attente, malgré ma hype, ils ont réussi à me surprendre et je ne suis pas déçu du tout. Bon, il y a quelques petits défauts, quelques petits trucs que je trouve dommage qu'il n'y avait pas, etc. Ça c'est normal, on peut pas avoir l'anime parfait. Mais je trouve qu'avec ces 5 premiers épisodes, on a droit à une très bonne qualité d'animation. Des techniques d'animation propres à Wakfu, évoluées à travers le temps, qui permettent de donner l'empreinte animée donc, de Wakfu et qui permet de montrer que l'animation francophone n'a rien à envier aux animations japonaises, etc. Des OST de malades, des très bons combats, très dynamiques. Je suis tout à fait d'accord, les OST ils étaient vraiment magnifiques. Ouais. Et une façon de narrer et de rentrer dans l'histoire très bonne. Je pense surtout à cette première scène qui nous permettait donc directement de savoir qu'on rentre dans quelque chose de plus adulte de Wakfu et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bah écoute, je crois que ça c'est la fin de la vidéo. T'as très bien résumé, t'as bien résumé le truc en fait. Merci. Tout simplement. Bah du coup on va commencer un petit peu à rentrer dans les détails. J'ai avec moi mon petit bloc-notes. Petit bloc-notes très grand aussi. Et donc on va commencer. Bah déjà, moi j'ai envie de te dire, concernant le premier épisode. Oui. Alors déjà ça va spoiler. Si vous n'avez pas regardé les épisodes de Wakfu, je ne sais pas pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Premier épisode, il y a eu un petit problème qui m'a... Moi personnellement, j'ai pas trop aimé. Et on en avait déjà parlé, toi tu m'as dit que ça t'avait pas trop choqué. C'est les flashbacks dans le premier épisode. Ils ont montré un premier flashback avec quelques scènes de Nox, Killby, Ogrest. Et par la suite ils ont fait la même chose avec Tristepin et Ogrest surtout. Ils en ont montré quand même pas mal. Ils ont mis une sorte de filtre sur l'animation. Et moi j'ai pas beaucoup accroché en sachant que déjà, parce que je sais que de 1, les épisodes des OAV je me les suis tapés des centaines de fois. Et je pense que je suis pas le seul. Juste avant la diffusion de la saison 3 sur France 4 ou France 3 je sais plus. Ils ont refait les saisons, tu vois ce que je veux dire. Et ils ont aussi mis un récapitulatif sur leur chaîne YouTube, voilà, sur la chaîne YouTube. Dont tu as très bien parodié. Donc allez voir sa vidéo. Et merci pour la... merci pour la pub. C'est marrant parce que tu me fais de la pub sur ma chaîne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. C'est intelligent, ça, c'est de la pub 2.0. Et du coup... ouais, du coup, ça m'a un petit peu gêné, mais l'épisode reste en soi excellent. Comme tu as dit, ils ont bien fait de nous montrer un petit peu que ça ne rigole plus. On n'est pas ici pour voir Az avec ses petits tofu, etc. Là, on voit Tristepin qui se fait défoncer la gueule par Freezer. On voit Evangeline. Bon, Evangeline, ça va. Franchement, pour une personne, ou plutôt pour une femme enceinte, parce que on sait jamais. Bah écoute, pourquoi les flashbacks m'ont moins dérangé, c'est parce que comme tu m'en avais parlé et que tu m'avais dit qu'ils t'avaient beaucoup dérangé, je m'attendais à plus en fait. Je m'attendais à des flashbacks plus longs. Et pour finir, je pense que si on additionne les durées de tous les flashbacks, on arrive à un flashback total de 2-3 minutes et je trouve que c'est totalement respectable pour un premier épisode d'une nouvelle saison. Je suis d'accord pour dire que c'est respectable. Parce que quand tu es habitué à Naruto, alors ça tu ne le considères même plus, ou au drama coréen d'ailleurs, mais ça tu ne le considères même plus comme un flashback. C'est vrai que vu comme ça... Mais en fait ce qui m'a dérangé c'est que s'ils avaient mis ce flashback dans l'épisode 3 et 4 ou autre, ça m'aurait pas dérangé. Pour moi le premier épisode était
n'avait pas besoin d'un flashback, dans le sens où il devait vraiment nous en mettre plein la vue, ce qu'il a fait, hein, je dis pas l'inverse. Hein. Le premier épisode était nickel, on voit le nouveau Adamai. Mais je vois en quoi ça te dérangeait. Le nouveau Adamai, on voit qui encore? On voit Toxin, on voit Pou. Fratrie des Oubliés est présente. Carrément la saison 3 va tourner autour de la Fratrie des Oubliés, mais pas que. Nop. Ouais, je voulais dire que ça tourne aussi autour de Eleli, tu vois, mais bon, ça reste quand même dans le délire de la Fratrie des Oubliés, etc. etc. On va commencer avec le premier sujet qu'on a ici. Qu'est-ce que qu'on a ici? Mais en parlant d'Eleli, on va parler donc des demi-dieux. Des demi-dieux. Des demi-dieux des divinités. Donc de la Fratrie des Oubliés, principalement. De quoi? Donc de la Fratrie des Oubliés. De la Fratrie des Oubliés. Qu'est-ce que tu as pensé du traitement de la Fratrie dans cette saison? Eh ben écoute, ça c'est un point qui m'a d'un côté surpris et d'un côté un peu déçu. Je vais m'expliquer. Bon, on va commencer par ce qui t'a déçu, comme ça. Hein. Ce qui m'a déçu, c'est que quand on arrive à la tour des rêves, on nous dit donc que les demi-dieux qui gardent chaque étage vont essayer de persuader Eleli donc de rejoindre la fratrie des oubliés pour devenir la nouvelle déesse Yop. Seulement, on a déjà vu 2 étages à travers les 5 premiers épisodes, et l'étage de Coqueline, donc le premier avec la demi-déesse, donc Osamodas, on ne voit pas qu'elle lui raconte pourquoi elle a décidé de suivre au repos. On a un petit moment où elle dit par rapport aux abattoirs, au traitement des animaux, mais je trouve que c'est pas vraiment complet parce que dans les mangas de Crest, etc., quand on voit comment a été traité d'autres demi-dieux de l'univers de Wakfu toujours, et qui sont dans cette saison d'ailleurs, hein, je pense à Kali ou Po, on peut mieux comprendre leur envie de changer le monde et leur appartenance à cette fratrie, leur nouvelle famille. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'ils ne le mettent pas en avant dans la saison 3 de Wakfu. Maintenant, ce qui est possible, c'est que plus tard, dans les prochains épisodes, on aura des flashbacks ou quelque chose qui va nous permettre de comprendre par rapport au développement d'Eleli même, qui aura changé et qui va mettre en avant chaque point de demi-dieu. Mais j'aurais préféré que chaque demi-dieu nous narre en quelques minutes, donc leur explication et leur réseau de leur appartenance à la fratrie. Ça aurait donné beaucoup plus d'impact à cette raison. Pourquoi est-ce qu'ils veulent devenir, entre guillemets, les voilà, ça aurait créé un background plus profond au personnage qu'on aurait pu mieux s'attacher, parce que Coqueline avait l'air d'être un personnage très intéressant, très charismatique pour une petite enfant. Elle était forte, elle était classe, elle avait sa propre folie. Carrément forte hein, pour son âge. Elle avait sa propre folie assez intéressante, etc. Mais comme on n'a pas ce développement dans la profondeur du personnage, ben on a un peu... Enfin voilà, ça fait un personnage ni chaud ni froid, contrairement au personnage de la confrérie du Tofu. Peut-être qu'ils vont réserver ce développement que toi tu veux pour des personnages plus importants. J'ai pas l'impression qu'ils ont... je sais pas, peut-être pour... on a vu dans les trailers, ou plutôt dans les teasers, qu'il y avait Kali. Ouais. Peut-être, j'ai l'impression que Toxin est quand même entre guillemets assez présente parce qu'on a, on a eu 3 ou 4 scènes avec Toxin. C'est Toxin ou Noxin? Non, Toxin. Ouais, Toxin. Ouais, je confonds avec les Noxin, c'est les machins de Nox. Et donc les Toxin, ouais, on l'a vu la première fois contre Evangeline. Puis après on la voit dans la tour, ce qui semble être tout en haut de la tour. Ouais, le dernier étage. Truc, avec un beau petit symbole de Niripsa dessus. Ce qui renvoie à la filiation de Dameko, remettant la demi-déesse Niripsa. D'ailleurs, moi je pensais au début que c'était une demi-dragon. Ouais, avec ses cornes et ses ailes, enfin je me disais... Ça faisait plus penser... Là c'est vrai que... là j'en ai eu la certitude parce que dans son dos elle a des petits signes spéciaux d'Eniripsa, tu vois. Ce truc-là, il n'y a que les Eniripsa qui les ont. Même les sorts dans Dofus, ils ont un petit... ces mots de je sais pas quoi, et quand il fait l'animation, il trace exactement les mêmes styles de... D'accord. Et ça, je trouvais que c'était sympa de faire ça. Elle a l'air carrément badass. Mais bon, je pense qu'on va parler d'Ameko un peu plus tard. On va commencer petit à petit. On va faire en fait les étages. C'est dommage. J'aurais dû prendre une photo de... Tu vois, quand au repos il explique sa tour, on voit un semblant de hiérarchie, tu vois. Et il y avait les symboles de toutes les classes. Tout en haut. Tu vois, quand il prend l'Iliacube. En tout cas, c'était un objet... avec la couleur de Wakfu, je pense que c'était l'Iliacube. Et l'Iliacube se transforme et ça forme le truc des... Et si je dis pas de bêtises, le prochain étage c'est celui de Feka. Il y avait un bouclier dessus, en tout cas c'est le symbole Feka, et on voit un monsieur bizarre comme ça avec plein de slips et tout. Enfin bref, c'est un truc assez... En tout cas, c'est pas Otomai. Ah, ça c'est sûr, c'est pas Otomai. D'ailleurs, est-ce que Otomai... Otomai c'est le fils de Feka. Oui, c'est le demi-dieu Feka. Enfin, c'est un demi-dieu Feka. Mais c'est vrai qu'on l'a pas encore vu dans cette saison 3. Lui qui, dans les OAV, c'était quand même imposé.
c'est grâce Clairement, à lui. il a été mis en avant dans les OAV et on peut retenir qu'il a aussi été recruté par Dameko en même temps qu'Adamaï. Seulement, en tout cas, on voit dans les... Adamaï qui accepte vraiment donc d'aller avec Dameko, mais on voit pas le choix qu'a fait Otomaï pour terminer, même si on a l'impression qu'il a décidé donc de rester dans le manga Ogrest, on nous explique plus ou moins que c'était pas la première fois que la fratrie rencontre Otomaï. C'est un peu Otomaï est peut-être le Wolverine dans le sens où les X-Men voulaient le faire entrer dans leur petit cercle et qu'ils les avaient envoyés chier, tout simplement, tu vois. Et je pense qu'Otoma, il a fait plus ou moins le même délire. D'ailleurs, dans le manga Ogrest, c'est grâce à Otoma qu'ils arrivent à réparer une sorte d'artefact qui détecte tous les demi-dieux. Pas vraiment tous les demi-dieux, mais en fait, si un demi-dieu utilise cet artefact, il peut en cibler un autre. Tu vois, et grâce à une sorte de map. C'est celui qu'ils utilisent d'ailleurs pour faire leur ils utilisent Pau, je crois, je ne dis pas de bêtises. C'est Pau, ils utilisent Pau pour, je crois, trouver Kali ou trouver Ogrest. Non, c'est l'inverse, c'est Kali, ils ont utilisé Kali pour aller chercher Pau. Ah, ok, bon, ça si fait ça fait aussi un moment. Comme quoi, il fallait bien avoir Yusaka à côté de moi pour me corriger. Et donc, ouais, je disais que, ouais, franchement, pour les demi-dieux, alors pour l'instant, on a vu Toxine. On a vu. Bon, il n'est pas dit explicitement que Toxine est une demi-déesse, mais comme elle est là. On le comprend directement, elle fait partie de la fratrie des oubliés. C'est comme un peu Pou, hein, si on le voit pas dans le manga Ogrest, à aucun moment on nous fait comprendre que c'est demi-dieux. Ça va encore, on le voit dans le manga Ogrest. Bon, après, ceux qui n'ont pas lu le manga, ça c'est autre chose. Dans le manga d'Ogrest aussi, on voit deux SRAM. Deux demi-dieux SRAM, et ils avaient l'air la classe parce que c'était des jumeaux. Ok. C'était ultra classe, tu vois, dans le manga. Et ils étaient quand même assez adultes. Et il me semble même que dans les OAV, je mettrai l'image si je la retrouve, si nécessaire, on voit un petit peu leurs ombres. Il y avait, quand on était dans le château du Comte Arbour, c'était comme une sorte de rassemblement à la Akatsuki, tu vois, donc on voit juste leurs ombres, comme ça. Il y avait une ombre où il y avait deux personnes. Tu vois, et donc moi je me disais c'est eux, tu vois, d'office c'est eux. Mais là comme je vois que c'est Toxine qui est là, peut-être que c'est Toxine qui va gérer son étage. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle fait en dehors de son étage? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'encore ils ont plusieurs demi-dieux SRAM, et donc oui, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'étage SRAM. Ouais, mais moi franchement j'aimerais bien voir Toxine dans son étage. J'ai l'impression qu'est-ce qu'elle va faire de plus si c'est devenir invisible et tenter de poignarder l'un des héros, plutôt l'un des personnages principaux. Je ne vois pas quel rôle elle aurait. Peut-être par rapport à son histoire qu'elle pourrait rapporter quelque chose, parce qu'ils ont des épreuves à faire sur eux-mêmes, et c'est pas forcément que du combat. Bon, Tristopin c'est un Yop, donc ça finit en baston, c'est logique. L'étage de Yop était après, carrément on doit voir le traitement et les épreuves réservées aux autres personnages de la confrérie du Tofu. Pour revenir sur la qualité que je disais par rapport à cette fratrie des oubliés, donc ces demi-dieux, c'est le fait qu'on rentre directement dans le sujet principal dès le premier épisode. Et ça, je trouve que c'est très bien réussi. Parce que ça, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils allaient pas se casser la tête avec des épisodes fillers, des trucs comme ça. Des fillers, et qu'ils allaient faire vraiment l'intrigue principale et à fond. Et ça, franchement, c'est cool. Tu vois. Ouais, c'est très cool. C'est comme pour les OAV, tu vois. Il y avait juste la truc principale, Ogrest. Et bon, c'est vrai que les OAV, ils ont duré 40 minutes, un truc du style. Oui, mais c'était 40 minutes de bon contenu qui faisait c'est clair. Moi, franchement, les OAV, j'ai vraiment apprécié. C'est de très bons OAV. J'ai vraiment apprécié, même si la fin, je l'ai trouvé un petit peu... Je sais pas, en fait, j'attendais beaucoup de Tristopin. En étant le dieu Yop, ou plutôt il a retrouvé ses pouvoirs de dieu Yop, je m'attendais à vraiment beaucoup plus de... Il a fait que se battre physiquement, tu vois ce que je veux dire. C'est Tristopin, hein, il n'avait pas encore conscience. Ouais, c'est vrai. Bon, après, certains vont dire qu'il a rivalisé avec Ogrest, même si pour moi, Ogrest, à partir d'un moment, il faut qu'il s'est énervé. Il les a tous massacrés. Ouais, mais faut voir même Yugo, il a pris un seul coup, il a déglingué lui et ses Dofus. Il rigole pas, le bestiau. Ça, c'était cool. Bon, on va revenir à la saison 3. On va arrêter de parler des OAV. On aurait dû peut-être faire une review. On aurait dû faire une review des OAV. Bon, alors, on fera des reviews des OAV de la saison 3. Si jamais il y en a. J'espère qu'il y en aura. Et donc on a dit qu'il y avait Toxine, en tout cas on a vu Toxine, on a vu Pou, on a vu donc qui d'après moi, enfin j'espère qu'il joue son jeu, parce que Pou, demi-dieu, il est adulte, c'est même pas un jeune Pandawa ou quoi, il est adulte, on le voit. En plus,
Il est massif. Ah, il est massif, ça c'est clair. En plus, il est extrêmement rapide, ce que j'ai kiffé. Ouais, et il est charismatique. Hein, il a la classe. Moi, je il a trouve vraiment qu'il a la classe. Il lui manquait peut-être une petite technique ou deux, dans le sens où une arme où il pouvait faire, je sais pas, une invocation d'un tonneau ou quoi, pour faire un petit clin d'œil au joueur. Oh, ça aura pas d'avoir. Mais il avait un tonneau avec lui quand il rentrait chez Triste Pain. Il a tout déposé, ses armes et tout. Bon, c'est vrai, peut-être qu'ils ont fait ça pour faire en sorte qu'il y ait un combat corps à corps avec la petite Ellie. Mais je trouve que bon, c'est vrai, c'est une demi-déesse. Et Ellie, je parle d'Ellie. C'est une demi-déesse, elle est censée être forte et tout, mais réussir à battre un demi-dieu adulte qui est là depuis peut-être des centaines d'années. Je peux pas te dire le rapport exact, mais en tout cas, on le voyait en fait, dans le manga Ogress, il était tout jeune. Je pense qu'il avait 11 ans, 10 ans, un truc du style. Je ne pense pas qu'il précise son âge, mais en tout cas, c'était un enfant. Et maintenant, on le voit, il est là, et normalement, certes, la déesse Pandarin n'est pas censée être une déesse majeure ou quoi, ni une déesse combattante, du moins je ne pense pas. Mais n'empêche, tous les demi-dieux sont censés être puissants. Et réussir à battre un demi-dieu adulte, en sachant que c'est je vais y arriver, sachant que c'est une petite enfant, plutôt c'est un petit enfant, je trouve ça un peu exagéré. C'est là que je me dis, est-ce que Pou ne se retient pas? Hashtag Pou se retient. Je te jure. Comme ça, l'hashtag. Et en plus, parce que si tu regardes au début, il ne fait que lui faire fesser entre guillemets, il joue avec elle en fait, il la teste, tu vois ce que je veux dire. Peut-être même que la fratrie, ou plutôt Nameko, comme c'est elle qui tire. Bon, peut-être Oropo maintenant, comme on sait que c'est plus ou moins lui qui tire les ficelles. À voir, peut-être qu'on aura un petit. C'est possible. Cliffhanger. Hein. Ah, c'est possible. On va être bien surpris à la fin. En fait, c'est. Nameko. C'est Gultar. Imagine un peu. C'est Gultar. Il les est depuis le départ. En plus, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'un des tout premiers enfants de Dieu. Il est là depuis. C'est possible. Il a fait l'ère Dofus, l'ère Wakfu. Bon, c'est vrai. Et Nameko aussi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un vieux de chez vieux, tu vois. Peut-être que c'est. Et si c'était lui le Big Boss? Ah, moi, ce genre de truc, ça me hype à mort. Hein. Ah ouais, clairement, moi aussi. Mais bon, on va arrêter de rêver un petit peu. Donc, je disais, oui, le traite. Qu'est-ce que je racontais encore? Pou, par rapport au fait qu'il se retenait. Peut-être que Oropo lui a dit ne lui fait pas de mal. Ils veulent Eleli. Oui, parce qu'Oropo, il le dit, il n'aime pas la violence. Donc, il n'aime pas la violence, je suis sûr, avec son Eliakub, il va en défoncer du nouveau. Ah oui, ça, c'est bien sûr, toujours. Ah, il va en défoncer du nouveau. D'ailleurs, on ne nous explique pas comment il a les Eliakub, comment ils ont eu les Dofus. Bon, d'accord. Adama, il nous dit vite fait qu'il a triché pour les prendre à Gultar, et après on voit Gultar, entre guillemets, prisonnier de sa version Dark Vlad. Ce qui m'a un peu pas dégoûté, ni ça m'a. En fait, je sais que Gultar est censé maîtriser le Dark Vlad et le Vald. Peut-être que tu ne connais pas le Vald. C'est dans le manga Dofus original. C'est pas sa formule Ouais, voilà. Pour revenir sur le cas Oropo, puisqu'on en parlait un peu tout à l'heure, on a dit qu'on allait garder ce point-là pour en parler donc maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, je pense. Oropo, il faut 3 heures juste pour parler d'Oropo. Ouais, 3 heures sans repos. Pour en revenir au demi-dieu, plus précisément au repos, on va parler un petit peu d'Oropo. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je pourrais parler d'Oropo pendant des heures. Encore dire la même chose. Non, franchement, il a une classe de ouf, il a une très badassitude. Ouais, il a une très badass. En plus, il a l'air de. Je sais pas comment t'expliquer. Il a l'air de tout savoir. Il a l'air d'être un peu supérieur aux autres en fait. Ouais. Il a l'air d'être supérieur au niveau de son savoir, de sa sagesse. Et tout, on voit que c'est pas un genou. Quoi. Ouais, en tout cas, son pouvoir, il est carrément stylé. Il a la possibilité d'entrer dans le cerveau de la personne, d'en tirer, on va dire, ce qui est le plus. D'ailleurs, comment il fait? Je pense que c'est un pouvoir propre à Oropo. Je pense. Ce serait pas peut-être lié à l'Eliakub. Je ne sais pas si l'Eliakub peut faire ça. Parce qu'en fait, dis-toi que l'Eliakub n'a pas un pouvoir spécial lui-même. Lui, il ne fait que renforcer. Okay. Du moins, de ce que moi j'ai compris. Hein. Regarde le cas Nox, il ne fait que renforcer les pouvoirs de Nox, ce qui a fait de lui l'égal d'un dieu. En termes de xéloritude. Il est quand même devenu le bras de Kilby. Parce que Kilby il l'utilise, mais c'est pas parce qu'il est devenu son bras qu'il a développé un nouveau pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Il a continué à utiliser ses pouvoirs de base d'Héliotроpe, mais ils étaient, entre guillemets, maximisés.
Enfin, moi, je vois les Liacubes comme un catalyseur. Tu vois Parce ce que je pense qu'on est d'accord pour dire que Oropo c'est un Xelor. Je sais pas. Franchement, moi, je le vois pas du tout comme un Xelor. Alors, Pourtant, il serait en train de nous mener vers une fausse piste. Tout dans cette saison fait penser à un Xelor. Le temps, quand ils étaient bloqués donc dans le dôme du temps. Exact, on voyait même des petits hiboux qui rappellent les toxines de Nox. Mais je pense que c'est un leurre. Ou peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a un autre dieu Xelor, même si... de ce qu'on comprend dans le manga Ogress, le dieu Xelor, il a pas fait beaucoup d'enfants. Tu vois, ça ils l'ont dit clairement dans le manga. C'est pour ça qu'ils tiennent entre guillemets au compte à rebours. Tu vois ce que je veux dire? Ça ils l'ont dit. Je sais plus dans quelle page exactement, mais je m'en souviens très bien. C'est pas comme Sacrieur. Sacrieur par exemple, elle en a full. Dans le manga, on en voit plein. Dans le manga, on voit l'adulte avec son cache-œil, qui avait la classe. La petite Kali, on voit même, on voit un adulte comme ça, un peu plus baraqué comme ça, avec le truc emblématique des Sacrieurs, le petit bandana sur la tête. Il y en a des enfants Sacrieurs, mais Xelor, je ne pense pas qu'Oropo soit lié à Xelor, quoique, dans le jeu Dofus, il y a les hiboux. C'est un truc spécial dans Xelorium, et c'est des créatures créées par Xelor. Et comme il ressemble un peu à hibou, peut-être que... Peut-être que ce n'est pas un Xelor, mais une entité créée par le Xelor. Ouais, peut-être. Pas un demi-dieu à proprement parler. Le problème, c'est que comme c'est une création, pourquoi est-ce qu'il irait trahir Xelor? Et pourquoi est-ce qu'il trahirait Xelor? Imagine, il fait tout ça sous les ordres du Xelor pour renverser le système divin, et comme ça, c'est le seul dieu primordial qui reste. Je pense pas, parce que c'est pas son délire. Tu vois, SRAM pourrait faire ça. Ouais, c'est le SRAM. C'est parce que c'est SRAM, tu vois ce que je veux dire. SRAM pourrait faire ça, mais je vois pas Xelor faire ça. Au contraire, lui, il est ordonné. Tu vois ce que je veux dire? Il crée la grande horloge, il veut que tout soit ordonné. Il y a un gardien pour chaque... comment ça s'appelle? Au contraire, s'il aime l'ordre, il est peut-être déçu du comportement des dieux qui ne font pas leur travail. C'est pour ça que les demi-dieux vont prendre leur place. Après, ils font pas leur travail dans quel sens? Parce que moi, personnellement, je ne vois pas en quoi ils ne font pas leur travail. Est-ce qu'ils sont censés sauver la veuve et l'orphelin? Non, parce que regarde, par exemple, le dieu Yop, il a démissionné totalement de son rôle, il est resté vivre sur Terre. Gultar a pris son rôle, entre guillemets. Et qu'est-ce que le dieu Yop est censé faire? On sait pas. Moi, je suis pas d'accord, tu vois. Par exemple, dans l'épisode, ils disent qu'est-ce que tu as fait quand Tristepin est contrôlé, enfin, pas vraiment contrôlé par Oropo, mais sous l'influence du pouvoir d'Oropo, commence à avoir des visions. On voit Gultar qui lui dit qu'est-ce que le dieu... Peut-être pas Gultar, je sais plus c'est qui, peut-être Elili qui lui dit qu'est-ce que toi tu faisais, pourquoi t'as pas élevé tes enfants. Ah voilà, c'est Gultar qui lui dit ça. Là, tu as pas élevé tes enfants, qu'est-ce que tu faisais, genre entre guillemets, mais qu'est-ce qu'il est censé faire le dieu Yop? C'est pas comme s'il avait une certaine tâche comme Xelor. Xelor, il a entre guillemets une tâche, il leur donne le temps, etc. Sadida, il est censé planter des arbres. Sadida, c'est l'arbre de vie, c'est sa création, donc il donne déjà... Osamodas, qu'est-ce qu'il est censé faire si ce n'est donner vie à ces créatures, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas comme si les dieux avaient disparu. Gérer donc le traitement des animaux, enfin des créatures de l'univers. Non, je peux comprendre pour Osamodas qu'il y a peut-être un petit truc, mais Yop, de base, il ne fait rien. C'est un glandeur. Voilà, c'est un glandeur. C'est un triste pas, ça rien. Je sais plus ce que je voulais dire. Le temps que tu retrouves pour en revenir au cas du maître Oropo, moi je dirais que j'aimerais bien qu'on nous surprenne et que ce soit pas un Xelor, parce que après Nox, après le compte à rebours, ça ferait un peu trop comme si c'était une classe machiavélique et diabolique. Ça et les héliatropes, pour moi, c'en est fini. De ça et des héliatropes. Le délire de Yugo, c'était parfait que Kilby soit le méchant de la saison 2. Ouais, un héliatrope méchant, c'était super. C'était parfait, c'était nickel. Mais il ne faut pas en rajouter, parce que si tu rajoutes, là tu vas tomber dans trop d'héliatropes, tu l'héliatropes. Il y a combien de classes maintenant dans Dofus? Il y en a plein. On a 16. Je pense qu'on arrive à 16 avec les Ujinaki. C'est plus lié aux divinités, donc on va dire 12, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beau avoir 16 classes. Ouais, mais parce qu'on voit les steamers dans la saison 2. Les steamers sont sous Osamodas. Ouais, mais je veux dire, mais c'est une 13e classe. Alors, il y a les 12 classes primordiales qui ont chacun leur dieu. Et il y a d'autres classes
qu'on voit dans en fait, Wakfu. Faut pas vraiment les voir comme des classes, mais comme des peuples. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'accord, je vois. Parce que, genre, oula, je me fais agresser par un mosquito. Mosquito. Genre, les roublards, c'est SRAM. Ouais, mais je veux dire, voilà, mais ça pourrait être un roublard. On pourrait voir des roublards ou quelque chose comme ça comme antagoniste. Bon, on a vu des roublards. Ils sont sous la divinité Stram, d'accord, mais ça pourrait être un roublard, l'antagoniste principal, tu vois. Ouais, sauf que là... Non, là c'est chaud, ça peut pas être un roublard. Là, à part un franchement, Xelor. Si ce n'est une liaison avec Xelor, et ça me déplaît. Ou bien c'est une nouvelle classe, rien à voir, ou un truc totalement différent. Moi, j'avais par fait une rapport à ta vidéo. théorie sur les maîtres. J'avais fait une vidéo Allez, sur les maîtres. J'avais fait une théorie. Et maître Anemo, Ouais. maître Onono, maître Lololo, un truc du style. Et on avait genre 3-4. Ouais, Au tout début, quand tu commences le jeu Dofus, faites le tutoriel de départ, on voit, il s'appelle Anemo. Maître Anemo, maître Oro. Mais après, ça sort entre guillemets de nulle part. Si tu ne fais que regarder Wakfu la série, ça sort de nulle part. Bon, c'est vrai, les Iliatropes sortent de nulle part, les SRAM sortent de nulle part, vu comme ça. Ouais, mais après... il y a quand même une logique à ce Mais après, on va pas se mentir, Wakfu, c'est aussi une sorte de porte d'entrée dans le Cosmos et dans l'univers d'Ankama. Et c'est clair. pour ça, c'est fait exprès qu'il y a beaucoup de détails omis volontairement donc par le studio pour nous pousser à aller chercher donc dans leurs autres œuvres. Tout simplement, comme là, on se base sur le manga Ogrest pour Kali et Pou quand ils ont rejoint la fratrie des oubliés ou pour voir les autres demi-dieux, etc. Et c'est fait exprès, donc Wakfu c'est une porte d'entrée dans l'univers d'Ankama. Et peut-être que Maître Repos c'est un maître, donc comme il a dit, et que c'est, enfin comme tu as dit toi, quand je te parle à toi, quand je parle à eux, comme il a dit, et que c'est donc une porte d'entrée pour encore un autre point. Et si les maîtres sont là en tant que gardiens, c'est peut-être des créations directement liées aux dieux, et qui travaillaient sous les ordres, un peu comme dans les religions monothéistes du monde véritable vrai, où on a les anges qui travaillent directement sous les ordres. Ah oui, c'est vrai, ça veut dire Dieu. que quoi? Ça veut dire que les anges, entre guillemets, ce seront les maîtres veulent Piaf. renverser les dieux. Voilà, peut-être parce qu'ils sont déçus de Mais leur attention, créateur. ce qui est important, c'est qu'ils ne veulent pas les renverser pour prendre leur pouvoir, non, ils veulent les renverser pour instaurer un nouveau, voilà. de nouvelle divinité, tu vois. Ça, c'est très intelligent, entre guillemets, tu vois. Voilà, c'est pas, peut-être oh, que je veux régner sur le monde, je veux instaurer la terreur, non, ils veulent, au contraire, c'est pour ça qu'on nous l'a bien expliqué dans les OAV, qu'il n'y a pas vraiment de méchants et de gentils dans la série. Chacun a une sorte de but, une sorte de vision. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime beaucoup. J'en ai parlé une fois dans une vidéo, je disais que c'est l'une des qualités primordiales et principales de Wakfu. C'est entre le fait que au début c'est la quête donc de se découvrir soi-même qui mène à la quête de découvrir l'univers. Ça, je trouve ça déjà très classe par rapport au shonen habituel, etc. Où on a, en général, c'est une quête, voilà, c'est une aventure. One Piece, Luffy va à la quête du One Piece et donc il découvre le monde. Mais là, Yugo, il va à la quête de lui-même. Donc le One Piece de Wakfu, c'est soi-même en fait. Et le résultat, c'est donc découvrir le monde entier, l'univers entier, donc le cosmos. Ça, c'est l'une des qualités principales. Et la deuxième, c'est cette gestion de méchant-gentil, où pour finir, on a une confrontation entre le bien et le mal, et qu'on ne sait pas qui est le bien, qui est le mal. D'ailleurs, les tourments de Yugo, les tourments de Yugo, où il dit, il dit, Nox et Kill Bill lui disent, tu as fait exactement comme nous. Ouais, tu vois, tu as mis le monde en danger pour quelque chose d'égoïste. Et c'est pour ça qu'Adama il a quitté Yugo. Adama il avait raison dans le sens où Yugo s'est trahi lui-même en fait. Tous les beaux messages qu'il a passés pendant 2 saisons, il les a mis de côté pour aller sauver Tristepin. Et donc à ce moment-là, Yugo est un méchant entre guillemets. Si Nox était méchant, si Killby était méchant, Yugo est méchant aussi pour les mêmes raisons. Et c'est ça qui est magnifique dans Wakfu. Et donc peut-être que Maître Repos, et d'ailleurs même cette fratrie des oubliés n'est pas méchante. C'est juste qu'ils sont... que leur façon de faire ne plaît pas à la confrérie. Alors, leur façon de faire, elle est quand même hardcore. Quand on regarde le manga Ogrest, ils arrivent, ils coupent des têtes. Hein. Ça rigole pas. Ils sont pas là pour jouer, quoi. Ils sont pas là pour jouer. Comme elle le dit, hein. Dameko, elle le dit. Non, c'est plutôt Repos. Quand Ellie lui dit pourquoi vous, je sais pas quoi. Ouais, elle lui dit tu n'aimes pas la violence, mais vous êtes venu dans un foyer détruire un foyer, kidnapper une femme enceinte, un enfant. Et c'est Ellie qui dit ça. Hein. Non, c'est un enfant. C'est le nouveau Yugo, comme tu as dit. Exactement. C'est le nouveau Yugo.
Bah écoute, je pense que le cas au repos, il y a encore des choses à dire, hein, je pense. Il y a le cas au repos, je pense qu'on a terminé par rapport au l'Elia Cube, on va juste parler vite fait de l'Elia Cube. Voilà, on va rentrer dans l'Elia Cube et je pense quand même la tour des rêves. que c'est le sujet. La tour des rêves, pour moi, est-ce que la tour des rêves a été créée entre guillemets uniquement pour Elili? Pourquoi est-ce qu'il y a une tour des rêves? À quoi elle sert? Est-ce que ce serait pas pour confronter tout le monde? Pas que forcément Elili, là, parce que là il y a Hugo, la confrérie du Tofu qui va être confrontée à eux-mêmes à travers les différentes épreuves, et peut-être que les autres demi-dieux qu'ils ont ramenés jusqu'ici ont d'abord été que la tour des rêves sert à confronter la confrérie du Tofu à elle-même, parce que Oropo a déjà fait ça, et directement dans l'épisode 2, 3. Il a fait ce travail-là. Et quand Adama lui demande pourquoi est-ce que tu ne les finis pas, entre guillemets, il dit ils sont déjà finis. Mais il s'est trompé. Ah, ça on peut pas savoir, parce que comme on le voit, ils sont entre guillemets. Triste pas, redresse la balance. Voilà, mais c'est ça. Triste pas, redresse. En fait, je pense que chaque étage sera peut-être. Va permettre à chaque truc, en fait, au lieu de les détruire, ça va les permettre de se reconstruire. Parce que là, ils sont déjà en termes ils sont déjà détruits par rapport à leur tourment. Et donc, Maître Repos, il dit c'est bon, j'ai gagné. Et Adama, qui lui dit tu les sous-estimes, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, il faut se reconstruire à travers les épreuves, comme ils ont toujours fait. Et c'est ça aussi la qualité. Donc, le problème, c'est que, ok, je suis d'accord pour dire que Tristepin arriverait à refaire balancer. De toute manière, c'est un Yop, comment ça a des tourments depuis quand? Ouais, c'est vrai que bon, c'est pas. Bon, après, c'est différent, c'est le dieu Yop. C'est le dieu Yop, c'est une sale responsabilité qu'il a pris alors qu'il était déjà perdant. La tour Sadida, ou plutôt l'étage Sadida, il sera gardé par qui? On ne sait pas, on n'a pas vu le demi-dieu Sadida. Datura? Peut-être. Ah non! Lacrima. Tu connais Lacrima dans le manga Ogrest? Lacrima, c'est l'une des poupées Sadida. Et entre guillemets, c'est la rivale de Datura, direct. Et on la voit dans Ogrest. Dans Ogrest, ouais. Et elle fait partie de la fratrie. Ok. Donc je pense que. Ah, mais oui. Donc je pense que. Et alors, elle va se battre contre. Tu vois ce que je veux dire? Le rapport, il n'est pas. Mais peut-être pas un vrai combat, mais par rapport à la nature, les plantes, les machins. Évangéline, elle n'avait aucun problème. problème. Après, ça peut pas être la même classe qui va. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense quand même que ça aurait dû. Entre guillemets. Genre, Évangéline, qu'est-ce qu'elle. Elle n'a même pas eu de truc de haut repos. Si? Non. Non, mais elle a pas besoin. Elle n'a pas besoin, Évangéline. Elle vit sa vie tranquille, elle n'a pas de tourments. Qui a des tourments? Ruelle, les tourments de Ruelle sont super importants. Ouais, enfin, super intéressant. En fait, il retrace sur sa vie et ça, c'est vraiment. Et ça, j'ai bien aimé. Bon, certes, j'ai rien compris. J'ai bien aimé. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il a perdu sa femme à cause du fait qu'il était trop avare. Ouais. L'avarice lui a fait perdre l'amour. Ouais. Tout simplement. Le problème, c'est que ce problème-là, il a déjà été utilisé par Ankama. Dans Kirubim. Kirubim, il a eu le même délire. Ou plutôt, il a parié. Il a parié pour gagner. Ouais. Ça revient entre guillemets à la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Il a parié sa bague. Et sa bague représente entre guillemets son mariage. Il a parié sa bague et il l'a perdue. Qui était en face? Le dieu Ikaflip. Et c'est le dieu Ikaflip qui lui a fait ça. Il sait que c'est son fils. Et il a voulu tout simplement le guérir entre guillemets de sa maladie du jeu. Exactement. Et il lui a fait ça. Et il l'a déglingué. On a bien mangé. Non, c'est vrai que ça nous a fait du bien. Petite pause, on a repris. Là pour vous, il n'y a pas de pause bien évidemment. On a rempli la panse, on a mangé indien. En effet, c'était assez épicé. Assez indien comme ça, c'était très... Alors. Alors. On a parlé de la tour des rêves. Ouais. Et puis, moi j'ai envie de te dire... Le mont Zénith. Le mont Zénith, la technologie héliatrope utilisée par le maître Oropo, on voit qu'il y en a quand même beaucoup. Dis-toi que le plan où on voit Adama et maître Oropo qui parlent... à l'instar de Pain discutant avec Madara, c'était exactement la même délire. Non, je rigole. Ils étaient dans une sorte de... Comment on pourrait... C'était une sorte de pont qui donne une vue magnifique, bien entendu. On voit 1, 2, 3, 4 planètes. On voit 2, 3, 4 planètes et ça m'a directement fait penser à ce délire de voyage des héliotropes. Parce qu'ils sont quand même très liés à ça.
ce qui a commencé à me... J'ai commencé à me poser des questions concernant la nature de Oropo. À te turlupiner. Ah, en effet. À te turlupiner, ça nous a turlupiné. À un moment, je me suis même dit, est-ce que Oropo est un héliatrope? Tu vois, même si ça reste... Je voudrais pas, franchement, je voudrais pas qu'il soit un héliatrope. Il y a assez de classes dans Dofus, on a vu deux classes. En fait, je voudrais qu'on... mettre d'autres classes en valeur. Je voudrais qu'on arrive à me surprendre, tu vois ce que je veux dire, avec le scénario. C'est pour ça que j'ai pas envie de voir ni de Xelor, ni d'héliatrope. Mais en tout cas, dans la scène où on voit Adamaï et Oropo, ils sont dans ce qui semble être le mont Zénith. Ils font exprès de nous montrer 2 fois la fermeture de la porte, qui se ferme, un truc du style comme ça. Et sur cette porte, on voit le dessin, plutôt des dessins, on voit un petit dragon et un petit enfant, qui fait allusion à Dofus héliatrope, tout Dofus héliatrope. Et ça, ce sont des dessins qu'on trouve dans le mont Zénith. En tout cas, bien évidemment, liés. Ce sont des dessins qu'on trouve à des endroits ou des objets liés au culte et au truc héliatrope. Quand Hugo il a été sur l'île cachée où il y avait Gorgaloragran et Adamaï, il y avait exactement les mêmes styles de... On peut dire le même style d'architecture, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait ce petit éclairage à la Mont Zénith. Et moi, du coup, je me demande, mais qu'est-ce que Oropo il fait là? Et est-ce qu'il n'utiliserait pas Adamaï, entre guillemets, dans le but d'utiliser au maximum la technologie héliatrope. Et ça, c'est un point quand même assez important. Assez important, c'est-à-dire que Adamaï est un peu manipulé. D'ailleurs, ça, je pense que... Ouais. Manipulé, pas dans le sens où il est manipulé en mode... il est manipulé parce que Oropo lui avait véhiculé des idées, etc. D'ailleurs, on a pu le remarquer déjà à la fin du dernier OAV, puisque quand Adameko dit « Viens, mon frère Adamaï », viens frérot, viens, on va se mettre bien. Elle lui dit ils t'ont renié. Ouais. À aucun moment la confrérie du Tofu l'a renié. Elle utilise les bons mots. Il y a utilisé une petite dispute de frères parce qu'ils n'avaient pas la même finalité, la même envie. D'ailleurs, on va pas se mentir, c'est Adamaï qui avait raison sur la dangerosité du truc. On va dire qu'il avait à la fois raison et tort. Oui, parce qu'il avait tort trop de dire confiance on en va laisser Adameko. Triste pas à son sort. Et en même temps, il avait raison de dire qu'il ne faut pas utiliser les Dofus héliatropes contre ceux du monde des douces. Mais là où Hugo avait raison, c'est qu'il voulait pas abandonner son ami et que pour lui, il n'avait pas du tout confiance en l'histoire de Dameko. Alors qu'Adamaï, il a fait trop rapidement confiance à Dameko. D'une part, de l'autre... Et d'ailleurs, on a bien vu que la fin du monde amenée par la confrontation des deux fous, ça a été vite calmé, quoi. Ouais, merci encore Gultar, j'ai envie de te dire. Gultar, il sauve... je pense que c'est la deuxième... Non, c'est pas la deuxième fois. Il a sauvé... Bon, on l'a beaucoup vu dans la saison 2. Il a quand même sauvé le monde de Rushu. Oui, dans la saison 2. Dans la saison 2. C'est lui qui s'est occupé de Rushu, carrément. Ouais, voilà. Bon, même si au Grèce, il ne se bat pas... Mais il est toujours là pour les bons plans. Voilà. Exactement, c'est ça. Il est toujours là pour les bons plans. Est-ce qu'il prouve que les Yop ne sont pas bêtes? C'est con. Ouais, mais en même temps, je pense que Gultar, il y a son expérience et son rôle qu'il a eu pendant des années de dieu Yop qui lui a permis d'avoir bon, après, je pense capacité, qu'il faut pas on va voir, dire, parce que c'est pas comme s'il faisait non plus les choix les plus incroyables. Surtout qu'il faut pas voir Gultar, comme on dit que Gultar est le nouveau dieu Yop, faut pas le voir vraiment dans le statut de divinité, etc. Oui, non, lui, il fait son chemin, il fait ce qu'il a à faire, et je pense qu'il n'a plus rien à faire, il a déjà fait tout ce qu'il voulait. Ça fait des années qu'il est en vie. D'ailleurs, c'est marrant de se rappeler que quand on le voit la première fois dans Wakfu, il se réveille dans son cercueil et il comprend pas pourquoi il est vivant. Et Triste pas. C'est pas qu'il comprend pas qu'il est vivant, je pense que c'est une sorte de... Je sais pas... Moi au début je partais dans des délires vraiment là au tout début, tu vois. Tout début saison 1, je me disais grâce à son truc il arrive à voyager entre les époques, entre l'époque de Dofus et Wakfu, parce que je n'arrivais pas à expliquer le fait qu'il soit à la fois dans Dofus, dans l'ère Dofus et dans l'ère Wakfu. Je me disais c'est une sorte d'engin spatio-temporel, tu vois ce que je veux dire. Je trouvais ça classe. Bon, après on comprend qu'il est entre guillemets immortel, ce qui n'est pas plus mal, et j'avais bien aimé ça, mais c'est vrai qu'on nous a pas encore expliqué, même si c'est une sorte de tombeau quoi, c'est une sorte de truc à la Dracula. Il se met dedans pour se reposer. Je crois qu'il se repose des années, parce que Triste pas, il pensait vraiment qu'il était tout mort. Il lui dit tu n'es pas censé être tout vivant, tu es censé être tout mort. Et justement, je me disais, tu vois, par exemple dans les OAV, pas dans les OAV, pardon, dans les OAV aussi, pour aller dans la dimension Ekaflip, Kirubim il utilise un truc spécial, je crois, un truc qu'il a caché dans sa bouche, alors c'est une dent, il la jette par terre, hop, le portail s'ouvre. Tu vois, donc je me dis, ça c'est peut-être le moyen d'accéder à la dimension Yop. Ouais,
concernant Kérubim, c'est le moyen de la dimension avec un flip. Et je me disais peut-être que le portail, en fait, il était dans la dimension Yop, et comme ça il se faisait chier. Et que comme il a... Comme c'est une divinité, on va pas dire qu'il est omniscient, bon, plutôt qu'il voit un peu tout ce qui se passe avec les Yop, et qu'il sait que Tristepin avait besoin de lui, et du coup... on peut même expliquer qu'il y a, comme il y a un lien très intime entre Tristepin et Gultart, il a su qu'il avait besoin de lui, donc, tout simplement. Et comment c'est que Elili pouvait voir ce que son père faisait? Peut-être que c'est exactement le même. Ça devrait être pareil d'ailleurs. Ouais, normalement. Il devrait avoir totalement la capacité de suivre Tristepin. Et en parlant de Gultart et de Elili qui voit son père, je pense que c'est le moment de parler d'Elili, la meilleure transition de l'histoire. Rien que pour ça, abonnez-vous à la chaîne de Ryuzaka, s'il vous plaît. C'est lui qui a fait la transition en plus. Il me donne les mérites. Non, on a fait la transition tous les deux. C'est un cheminement qu'on avait préparé depuis des lustres. Alors, j'ai envie de te dire. Elili, c'est un peu le personnage qui c'est l'une des qualités principales, on va dire. J'ai fait un top des personnages les plus badass de Wakfu la série. Bah, tu dois en refaire un. Je t'assure que je dois en refaire un là. J'ai fait un top des protagonistes les plus badass des shonen, mais je dois en refaire un. C'est autopub. Non, franchement, Elili, c'est une grande surprise. Déjà pendant les OAV, j'étais content de voir de nouveau demi-dieu, même si je suis encore sceptique quant au fait que... Comment il s'appelle son frère? Flopin. Tu vois, tellement elle est là, elle est présente qu'elle cache son petit frère Flopinou. J'ai pas l'impression que c'est un demi-dieu. J'ai envie de te dire... Ça va être un demi-dieu Kra, alors qu'il est le fils du dieu Yop. Pour moi, c'est pas logique. C'est ça, on sait pas comment ça fonctionne. C'est peut-être un demi-dieu qui n'est pas affilié à Kra, plutôt qui n'est pas affilié à Yop, comme Otoma, et Otoma il n'est pas affilié à Feka, il n'utilise pas spécialement des pouvoirs de Feka, pourtant on sait que c'est un demi-dieu. Il a la longévité et tout ce qui va avec. Bon, je pense pas que les demi-dieux aient d'autres pouvoirs si ce n'est puissance, mais la puissance leur capacité à savoir ce que leurs pères font, quoi. Ça je sais pas si c'est commun à toutes les divinités. Je pense pas. Du moins c'est pas... Enfin on n'a pas d'informations sur ça. On n'a pas d'informations, mais... Je veux dire, cette demi-divinité n'est pas censée être qu'une force physique. C'est peut-être autre chose. Je sais pas, peut-être qu'ils sont capables de voir, je sais pas, le monde différemment. Je sais pas comment ça... En tout cas, on ne nous éclaire pas dessus. Et du coup, soit Flopin est apte à devenir un demi-dieu Kra, même si pour moi c'est un peu particulier. J'aime pas cette éventualité. Ou alors c'est juste un demi-dieu basique, dans le sens où il n'est pas affilié à Yop, malgré le fait qu'il soit son fils. Ou alors, c'est pas un demi-dieu. Mais ce serait bizarre que ce soit pas un demi-dieu, puisqu'ils vouent un intérêt pour lui. Sauf s'ils ont menti par rapport à l'intérêt qu'ils ont envers Flopin, juste pour attirer Elili. Flopin n'a montré aucun signe de semi-divinité. Non, il a pas montré, mais au repos, il a quand même envoyé chercher Flopin et Elili et le bébé dans le ventre de... Bon, on sait que le bébé dans le ventre d'Evangeline, c'est un Yop. On suggère. Parce que Tristepin, il a dit, j'aurai bientôt un nouveau Yop à devoir entraîner. Ouais, je ne sais pas, on n'est pas sûr. Mais je pense que ce message-là était pour faire comprendre que c'était un Yop. Dans les visions d'Evangeline, on voit son bébé. Ouais. C'est un Kra. Il a les yeux verts et un petit peu de cheveux jaunes. Et d'un coup, il se transforme en sorte de mini Dark Vlad, mais pas avec un crâne, en forme démoniaque avec du feu. Donc, moi je ne comprends pas, est-ce que c'est un... C'est un Kravlad. Peut-être que c'est une sorte de fusion. On sait pas, on verra. On sait pas. Mais pour revenir au cas d'Elili, moi je trouve qu'elle est très très importante dans cette saison. Elle est carrément importante. Non seulement elle est la protagoniste centrale donc, de la trame, pas principale mais centrale, puisque les principaux ça reste la confrérie du tofu, elle fait partie de la confrérie, donc elle est autant principale que Yugo, que Tristepin, que Ruel et Amalia, mais elle n'est pas plus principale qu'eux, mais elle est principale dans la trame en fait, elle est au centre de cette trame, et ce qui est bien c'est que, comme Todd il avait expliqué dans les interviews qu'il était obligé de garder Yugo petit, mais que Yugo a grandi mentalement malgré sa petitesse. Bon, il a quand même pris quelques centimètres. Mais il n'a pas grandi beaucoup. Il n'a pas le physique donc de l'âge qu'il a. Mais il a une maturité qu'il n'avait pas dans les premières saisons, et cette innocence, ce dynamisme est amené par Elili, et c'est pour ça qu'on kiffe autant ce personnage, parce que c'est la Yugo de cette saison 3 en fait. Moi j'ai envie de te dire... Yugo d'ailleurs passe un peu à la trappe.
Pas que. passe un peu à la trappe. Et... Pour moi, c'est même pas elle remplace Hugo. J'ai envie de te dire, si tout se passe comme je l'imagine, elle pourrait limite le dépasser. Ah oui, c'est totalement intérêt, possible. comme en C'est totalement possible. Entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Elle n'est pas, ou du moins on ne suggère pas qu'elle est aussi puissante que n'était Gultar, parce que Gultar quand il était petit, c'était une machine de guerre. Hein. Je pense quand même qu'elle est... Elle va être très forte maintenant, est-ce qu'elle va dépasser Hugo? Ça on sait pas, de toute manière, le problème, c'est c'est vraiment pas que... le plus important. Hein. Non, ouais, c'est pas le plus important. Depuis qu'elle est encore jeune et la saison va pas se concentrer que sur Ellie, dans le sens où on va la voir développer des nouveaux pouvoirs. Je pense pas. Je pense qu'elle va juste apporter cette touche de fraîcheur et cette innocence et pureté qui va pousser les éventuelle autres. Saison 4 venait avoir le jour. Peut-être qu'elle sera plus grande. Avec une Ellie plus grande, alors là, j'achète. J'achète aussi. Ah là, ils m'ont vendu du rêve quand on l'avait adulte. Hugo, adulte, franchement, je vais pas te mentir, je préfère Hugo comme ça. Hugo Nabo. Petit, avec son charme. En fait, c'est à cause de son expression, le fait qu'il était tourmenté. Il donnait pas une sérénité, il donnait pas un truc à Ellie malgré pourtant, avoir ils ont bien grandi. appuyé sur le fait que Amaya le regardait pendant pendant ce changement. Elle était là, oh, tellement de beauté en toi, Hugo. Parce qu'ils ont dit qu'il y aurait tout un truc à ce niveau-là. Parce que... ils ont commencé carrément à se rapprocher. Mais depuis les OAV, moi je comprends pas pourquoi. Pendant les OAV, c'était encore un peu. Avec le compte à rebours. Hugo était jaloux. Oui, il était jaloux, mais je veux dire, il n'y a pas eu quelque chose de vraiment explicite. Là, c'est expliqué, ils allaient s'embrasser avant que. C'est qui les a arrêtés? Ruel, je crois. Ruel, oui, mais je veux dire, mais voilà, ça avait déjà commencé avant cette saison 3. Ouais, c'est clair. Ah oui, c'était logique que dans cette saison. D'ailleurs, dans le premier épisode, quand on voit quand le père de Amaya lui parle, comment il s'appelle encore? Sheram Charm. le roi Sadida. Quand il parle à sa fille, qui lui dit, moi je sais ce qui te manque, directement on voit la scène avec Hugo, tu vois ce que je veux dire. Ce petit truc dans la réalisation, moi je kiffe, tu vois, j'aime beaucoup. Ouais, c'est des manières de narrer, c'est ça qui est magnifique dans ces épisodes. Comme la feuille dessinée par Flopin qui s'envole de l'arc d'Évangéline jusqu'à Tristepin pour bien au fond de Ravin, scène, pour montrer donc le lien de l'enfant entre la mère et le père et le fait que les deux sont... On se dit, il se passe quelque chose en fait. Non, on se dit, il se passe quelque chose. C'est excellent, du coup, pour en revenir à Ellie, moi je disais, ça m'a vraiment vendu de rêve de l'avoir adulte. À partir d'un moment, je me disais, ce serait bien qu'elle reste comme ça. Comme ça, pendant la tour, tu vois, elle aura beaucoup plus de présence. Certes, elle aura entre guillemets un cerveau d'une gamine, tu vois, parce qu'elle vieillit, mais elle ne vieillit pas, elle vieillit physiquement, tu vois ce que je veux dire. Mentalement, ou du moins on ne le suggère pas, tu vois, elle ne parle pas d'une manière différente que d'habitude. Donc voilà, ce passage-là, il était carrément cool. Est-ce qu'on peut dire que c'était un passage de fanboy? Comment ça? Dans le sens où tu vois ce que Fairy Tail aime bien faire. De fanservice. Ah ouais, de fanservice, pardon. De voir Hugo enfin adulte. Je pense pas parce que ça... c'est clair que ça sert au scénario, plutôt ça sert à l'intrigue, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il se serait pas cassé la tête à faire tout ça, à mettre autant de choses en place, c'est juste pour montrer Hugo plus adulte. Ouais, c'est clair. Moi, on a vu aussi... De toute manière, on a déjà vu Hugo adulte dans les dessins. Vieux. Dans les dessins et les cases. D'ailleurs, il était trop badass, lui. De quoi? Dans les fresques et tout, on voit Hugo adulte ou dans les dessins quand il pousse par exemple Kill Bill et tout, il était beaucoup plus badass qu'à ce moment-là. On voit pas très bien son visage, je crois qu'il a un truc comme ça. En fait, et on voit Adamaï en forme de dragon. D'ailleurs, on l'a pas encore vu. Adamaï en forme de dragon. Le problème, après avoir perdu les Dofus, il va rester dans cette forme-là, Adamaï. Est-ce qu'il va faire comme Ogrest? Ogrest, on nous explique dans le manga Dofus qu'il a un truc spécial avec les Dofus à cause du fait qu'il y avait ce qui se passe dans sa construction, dans sa création. On voit vraiment un exemple concret. Il y a une personne qui vient sur l'île, et je crois qu'elle a un Dofus, ou du moins une copie d'un Dofus. Une copie et à peine le contact avec Ogrest a fait qu'il était devenu un peu plus grand, et petit à petit il va devenir monstrueux. Donc on nous explique qu'il a ce rapport avec les Dofus, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est marrant parce que moi je dis les Dofus, toi tu dis les Dofus. Ouais, moi je suis de la vieille école. Mais tout à l'heure t'as dit Dofus et moi j'ai dit Dofus. C'est pour te dire. Dofus, des œufs de dragon, voilà. C'est quand vous préférez. Les dragonnets. Ouais, du coup, Ellie, c'est cool. C'est très cool. J'ai bien aimé pour rester dans le thème Yop, j'ai bien aimé que Tristepin assume enfin son statut de père. Ouais. C'était ses tourments, c'était clairement ses tourments, on l'a vu donc. Parce que, mais en fait, dis-toi un truc, ou plutôt avant qu'il soit le père de Ellie et de Flopin, il était déjà le père il n'était pas.
entre guillemets convaincu, ou plutôt je sais pas comment t'expliquer. Il avait pas conscience du tout de ses mais pouvoirs, maintenant qu'il est devenu père, rôle. il comprend, tu vois ce que je veux dire. Il peut faire un parallèle. Et Gultar dans les visions lui dit tu m'as abandonné. Tu vois, et c'est le cas, tu vois. Même si bon, il y a quelques subtilités, on sait que le dieu Yop, il a entre guillemets, c'est pas qu'il a veillé sur lui. C'est pas vraiment ça, mais en fait, si je dis pas de bêtises, pendant une partie, on dit que quand Gultar rencontre Yop, ou plutôt son père, il lui dit comment va ta mère. Et il lui dit ça des centaines et des centaines d'années après. Pour lui, c'était normal. Alors, c'était normal de. Enfin, il pensait pas qu'elle était déjà morte parce que. Bah, c'est un Yop. Voilà, c'est un Yop et en même temps, c'est un immortel. Tu vois ce que je veux dire. Il n'a pas le même rapport à la vie que nous. Tu vois, pour lui, des centaines et des centaines d'années, ça représente rien. Tu vois, ça représente peut-être. 3 ans chez nous. 3 ans, t'es encore gentil, 3 mois. Donc, c'est vraiment pas le même rapport. Donc, je sais pas si. Si je dis pas de bêtises aussi, je crois qu'il lui offre une épée, un truc du style quand il est petit, mais je me souviens vraiment pas. Si un connaisseur, dans les commentaires, faites-vous plaisir. Du coup, bah écoute, Elili, est-ce que t'as encore des choses à dire sur Elili? Ce que j'ai à dire sur Elili, c'est pas que sur Elili, c'est aussi par rapport à Flopin. Ce que j'ai aimé, c'est que oui, on a débattu, on a traité du sujet, est-ce que Flopin est réellement un demi-dieu ou pas. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Elili et Flopin ont chacun leur propre caractère, leur propre personnalité. Chacun s'approche d'un de leurs parents, mais chacun tire des choses de l'autre parent en fait. Flopin, il est peut-être comme sa mère, mais il n'hésite pas, c'est pas peureux. Voilà, et si c'était un peureux, je pense que ça aurait détruit totalement la famille. Non, il a un petit. Parce qu'il a son propre charisme, même s'il est enfant, il a son propre charisme, qui fait que même s'il est très secondaire à la trame et à l'histoire, tout simplement, il reste quand même intéressant et classe. Ouais, c'est clair, et ça, j'ai aimé. Bon, faire le parallèle, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas lancé une seule flèche, mais bon, on t'aime quand même. On va dire ça. La scène avec Toxine qui dit soit tu lâches ta mère et tu survis, soit quand je me lève tu vas avec. Non, il n'est pas lâche, mais je pense même que c'est pas comme si Evangeline était lâche. Non, Evangeline pas du tout, mais elle était. Je sais pas comment expliquer en fait. Non, elle est quand même courageuse, mais elle est combattante, elle est combattante, elle est aventurière, elle est censée, tout à fait. Mais elle aime bien éviter les combats inutiles, les risques inutiles. Et tout ça. Flopin, moi j'ai envie de te dire, j'ai l'impression qu'il a lui aussi le même délire. Mais ça dépend, des fois on a l'impression qu'il est plus téméraire. Oui, c'est vrai, comme quand son père lui dit va te cacher ou je sais pas quoi, il lui dit non, t'es fou, tu peux rêver, c'est ça, je suis là pour la baston. Voilà, tu vois, c'est un truc de Yop. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est très cool. Bon, après, sa mère, c'est une guerrière aguerrie, donc c'est normal qu'on se dise, oui, elle reste sur le terrain. Mais pour un enfant, si c'était un enfant cra, juste un enfant en cra, il y aurait de fortes chances qu'il aurait été à quelques kilomètres. Il tirait quelques petites flèches. Et dès que tu t'approches, il te fait flèche enflammée, flèche de recul, et il va se cacher derrière des dalles. Le Coliseum qui m'a bien. T'as souffert, toi. C'est marrant parce que moi j'ai joué Cra il y a pas longtemps. Donc c'est moi qui faisais ça. Avec ma steamer, je m'en sortais pas quand il fuyait, je mettais mes tours. Ça va, franchement, j'ai joué Cra, mais j'étais quand même un peu yap, tu vois, dans le sens où je rentre dans le tas et je mets des flèches enflammées au corps à corps, tu vois. Pas de problème. Je pense qu'on a fait le tour donc, de ces 5 premiers épisodes. Ouais, je pense que franchement, ces 5 premiers épisodes pour en finir, franchement. J'ai envie de te dire. Ils m'ont hypé de malade. J'ai envie de tout revoir. J'ai déjà envie de revoir les 5 épisodes. Moi, j'ai vu 2 fois. Moi, j'ai vu 2 fois les 5 épisodes. Et c'est. Tu sais, j'aurais pu les voir ce matin avant de faire la review. Mais en fait, c'est des films. Au niveau de la qualité d'animation, de la qualité de narration, c'est des films. Moi, pour moi. Quand je me mets devant avec mon. Non, c'est pas grave, c'est juste des clés. Quand je me mets devant avec mon casque et je me laisse plonger dans l'épisode, j'ai l'impression que c'est un film. Et à chaque fois, je suis dégoûté d'arriver à la fin. L'OST, tu vois quand. Non, la bande son. Non, les bandes son, il y a une bande son spéciale quand Oropo il fait son truc sur les héros et qu'il a fini et qu'on voit le cercle qui se décompose, le cercle temporel, il y a une OST de dingue, de ouf. C'était, tu vois, c'est le genre d'OST qui t'érisse les poils, tu vois, c'était. Comme ça, franchement, la première. Parce que souvent les personnes parlent des dessins, etc. Mais ils parlent pas des OST. Mais moi, je parle toujours des OST dans mes vidéos quand je fais une critique d'un anime ou quoi. Parce que tu es un homme de goût. Voilà, tout à fait. Et parce que pour moi, le son a autant, mais vraiment autant, voire même des fois plus d'importance que l'animation.
pour certaines scènes, pour certains apports, et c'est ce que gère parfaitement Wakfu avec les OST un peu terrifiantes ou stressantes. Même le doublage qui est excellent, épiques. Ah ouais. Ah ouais, on est sur un doublage de très bonne qualité, et j'ai l'impression que leur composition musicale s'est améliorée depuis le film de Fous. Parce que le film de Fous, c'est interne, hein, ceux qui ont fait. Enfin, pas interne en Kama, mais plutôt à la ville ou je sais pas quoi. À Roubaix. Ouais, un truc du style. Ouais, mais leur composition musicale, quand je l'ai entendu, la bande-son du film de Fous, j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai réécouté plusieurs fois et je disais, mais il a parmi les meilleurs. Rien que le film de Fous, il y a tellement de choses à dire. Ah oui, on devrait faire une review, un de ces quatre. Bah. Un de ces quatre, hein. Un de ces quatre, ouais, si vous êtes intéressé, tout ça dans les commentaires. On parlait en live. Pour revenir au sujet de la fin de la vidéo. N'est-ce pas? Bah, je te laisse. Les meilleures transitions de l'histoire, on sera en live ce soir sur la chaîne. Juste après que la vidéo soit sortie. Après la sortie de la chaîne, après la sortie de la vidéo, pour continuer à parler avec vous tout simplement donc de cette saison 3, de certaines théories, de certains apports, de certains détails qu'on a omis, qu'on n'a pas parlé. Se faire plaisir sans prise de tête. Voilà, un live discussion, on va continuer comme ça. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre. Normalement, j'ai pas fait 4000 km pour venir chez Aerosef pour faire une seule vidéo. Je sais pas à quelle heure on va commencer le live, mais en tout cas... vous aurez la petite cloche, vous aurez la notification, surveillez le live, on va pas trop tarder à la commencer par rapport à la sortie de la vidéo. Un truc très important, juste avant de finir, j'ai Twitter. Il me semble que toi aussi tu as Twitter. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Twitter. On est très actifs dessus. Franchement, dernièrement, je suis très actif. Très actif aussi. Si vous avez envie de discuter, abonnez-vous à la chaîne de Ryuzaka. Il fait vraiment du travail excellent. De qualité. C'est du travail. Mais je vais pas le dire moi-même, je suis modeste. Non, franchement, il fait un travail fou. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je sais que les gens ils se disent non, mais regardez et jugez par vous-même. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Aerosef. Je pense qu'ils sont. Je sais pas. Ils vont se dire, c'est qui celui-là? C'est de la merde. C'est qui celui-là? Bon allez, je pense qu'on va clore la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir avec nous dans les commentaires, nous suivre sur Twitter, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le live si vous avez envie de discuter un peu de cette saison 3, ce qui va se passer. Dites-nous un peu ce que vous avez en tête, vos théories, votre avis aussi sur les épisodes, ce qui vous a dérangé, ce qui vous a particulièrement. En tout cas, voilà, on va en discuter tous ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Oui. Dans le. Peut-être. Peut-être, mais peut-être que ça va partir en coup de gueule. Ouais. Allez, moi je vous dis à la prochaine. C'était Aerosef. Et Ryuzaka. Pour vous servir. Pour vous servir. Et pour vous divertir, non, je rigole. Cassez-vous.